Bonsoir et merci de votre fidélité. On était habitué aux destitutions en série des maires. La suspension, la révocation font depuis quelques jours partie des concepts dont il faut s'accommoder dans la gouvernance locale. Auditionné, suspendu pour faute lourde, le maire de la ville de Cotonou a été finalement révoqué par le Conseil des ministres ce soir. Il s'agit de tirer les enseignements de cette dernière actualité en vue de garantir une meilleure gestion à nos communes. Sur le plateau de cette émission, Georges Ouessou, conseiller technique en décentralisation du ministère en charge de la décentralisation et de la gouvernance locale. Bonsoir, monsieur Ouessou. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et Franck Kenevor, journaliste expert en décentralisation. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, doyen. Je voudrais d'emblée préciser que l'émission n'est pas consacrée à la révocation du maire Léadi Soglo, même si on ne peut pas totalement occulter la question. J'ai lu, M. Ouessou et M. Kenevor, j'ai lu dans la littérature des médias deux analyses au sujet de cette révocation, de la suspension et de la révocation, globalement, deux analyses. Certains disent que c'est un signal fort aux responsables de nos communes. D'autres y voient un acharnement politique. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Ouessou? Merci bien. Moi, je pense que c'est un signal fort à nos élus, à nos gestionnaires de nos collectivités. Ça, c'est mon point de vue personnel. Et puis, je voudrais préciser quelque chose. Signal fort pour dire quoi concrètement? Est-ce que c'est pour dire, attendez, est-ce que c'est pour dire, gérer bien les communes, ou est-ce que c'est pour dire, si vous êtes dans l'opposition, je vous tiens? Non, gérer bien nos communes. Il faut le préciser. Parce que ça fait bientôt 15 ans que nous sommes dans cet exercice. Il est temps que chacun désormais comprenne le rôle qu'il a joué à la tête de nos collectivités. Très bien. Monsieur Kenevor, qu'est-ce que vous en pensez? Je tiens quand même à préciser que vous êtes journaliste et que vous n'allez pas me tenir un discours politique. Est-ce que, franchement, quelle a été votre lecture? Non, vous savez, il faut situer cette révocation dans le contexte politique qui a toujours caractérisé les relations entre le préfet et le maire de Cotonou et plus globalement les relations entre le maire de Cotonou et le président Patrice Talon. Vous savez, dès la nomination de Modeste Toboula à la préfecture de Cotonou, il y a eu un peu de tension dans la gestion de la tutelle qui était autrefois apaisée. Donc, ce qui est arrivé, on ne peut pas l'isoler de cette ambiance politique très tendue entre les deux hommes, entre les deux institutions. Donc, moi, je crois que c'est à la fois politique, légal, et quand je dis légal, je voudrais être très précis, ce qui est légal n'est pas forcément régulier, mais c'est prévu par les textes de loi. Et donc, comme vous le disiez si bien, nous étions habitués à la destitution. Et donc, les maires gouvernaient, géraient les communes en tenant compte de cet élément qu'est la destitution. Aujourd'hui, ils doivent tenir compte de cette possibilité de faute lourde qui a été pour la première fois mise en œuvre dans notre pays. Et donc, ça renforce également sur le plan pédagogique, la gouvernance locale, même si ceux qui parlent d'acharnement et autres n'ont pas peut-être tort, parce que parfois, et c'est de bonne guerre, à mon humble avis, s'il y a des clivages politiques, les uns et les autres doivent en tenir compte, parce que le maire, il a une autorité politico-administrative, le préfet a une autorité politico-administrative, donc il n'est pas exclu que la politique s'invite dans la lecture des textes, dans l'application des textes, dans les relations entre une autorité de tutelle et un maire. Donc voilà un peu les premiers éléments que je pourrais donner. Mais, Monsieur Ouessou, quand j'ai lu les motifs et de la suspension et de la révocation, il ressort un certain nombre de choses. On a dit, pour la faute lourde, on a dit prime de maintien d'ordre octroyé au seul maire, augmentation de plus de 100% de frais
de représentation sans délibération du conseil municipal, vente de domaines publics au prix non conforme au référentiel, irrégularité dans la passation des marchés, incinération de documents comptables. Il y a peut-être plus que ça. Et je veux savoir, avec précision, qu'est-ce qu'on met sur la liste des fautes lourdes pour les maires? Bien, voilà, je crois que... Au-delà de ce que j'ai cité, déjà, c'est un certain nombre d'éléments que vous confirmez certainement. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, je confirme exactement les 10 questions. En plus de ce que nous appelons faute lourde, il faut ajouter qu'il y a des fautes graves. C'est différent. C'est différent. Bon, en fait, non. La faute lourde, elle est indiquée par les tests. Par contre, la faute grave, c'est des fautes que vous commettez, mais qui sont au-delà même, disons, de l'entendement au plan administratif. Alors là, c'est extrêmement grave. Cela veut dire que ça ne s'explique pas. Pour le poste que vous occupez ou les responsabilités qui sont les vôtres, vous ne devrez pas, il n'est pas permis que vous commettez ce genre de faute. C'est ce que nous appelons faute grave. Par contre, ce qu'on appelle faute lourde, c'est l'autorité elle-même qui l'apprécie. Mais là, les tests ont prévu, disons, circonscrit ce que nous entendons par faute lourde. Entre autres, on peut citer par exemple, là, ce que vous avez dit, là, Quoi, l'incinération L'incinération, ça, par exemple. Le document comptable? Oui, mais les tests sont prévus, ce qu'il faut faire. Il y a une durée que le document comptable doit, durant laquelle les documents comptables doivent exister. Mais si tu mets fin à l'existence de ce document, ça veut dire qu'elle est lourde par rapport à, disons, l'exercice de la compétence que tu exerces. Mais monsieur Ouessou, est-ce qu'il y a un comptable à la mairie qui répond de l'État, non? Oui, c'est le receveur percepteur. Oui. Quelle est sa responsabilité dans ce cas? Mais si l'autorité locale ne consulte pas le receveur percepteur ou le comptable, l'agent comptable qui est son conseiller directement, s'il ne le consulte pas avant de le faire, ça on ne peut pas en ce moment-là incriminer l'agent comptable. Il faut chercher pour savoir si l'agent comptable est au courant. Et s'il est au courant et qu'il pose cet acte, le ministre des Finances est en droit, a l'obligation de le sanctionner à partir de ce moment-là. Très bien. Monsieur Kanavo, oui. Il semble, selon les documents qui ont circulé, que le receveur percepteur, c'est à sa demande que la procédure a été enclenchée. Oui, j'ai posé la question exprès, c'est pour que les téléspectateurs qui nous suivent et peut-être les maires qui nous regardent sachent c'est où la limite de leur pouvoir et où commencent les pouvoirs du receveur percepteur. Vous savez, lorsque deux autorités qui ont des lignes hiérarchiques ou de tutelle différentes agissent, il faut que l'une et l'autre cherchent non pas les instructions forcément de l'autre, mais la légalité. Qu'est-ce qui est prévu par les tests? Qu'est-ce qu'on doit faire autrement? Jusqu'où je ne dois pas aller. Donc, la responsabilité du receveur ne dédouane pas la responsabilité de l'ordonnateur. Et les deux responsabilités seront appréciées peut-être dans des contextes différents parce que le maire aujourd'hui, c'est de lui qu'il s'agit. Et vous avez parlé tantôt des fautes lourdes. La loi en a prévu 6 et 2 catégories ont été retenues contre le maire de Cotonou. Vous savez, on parle de prêts à des fins privées. Quand vous dites 6, vous parlez de ceux que j'ai cités ou il y en a d'autres? Non, les 10 que vous avez cités sont regroupés dans 2 catégories. Il y a la cession ou la vente abusive du domaine public de la mairie et manquement aux règles de déontologie administrative. C'est les 2 catégories qui ont été retenues en 10 points contre le maire de Cotonou, mais il y a 6 catégories de fautes lourdes. Rappelez les plus importantes. Les prêts effectués sur l'argent les ressources de la commune. C'est-à-dire pour quoi? Des fins, c'est-à-dire le maire prend des ressources de la commune qu'il utilise à des fins personnelles. Même s'il remboursait après, c'est une faute lourde. Faux en écriture publique.
C'est-à-dire, il peut envoyer à l'autorité de tutelle une délibération qui n'a jamais existé. Il peut fabriquer des documents publics qu'il met dans le circuit pour régler un certain nombre de problèmes. On parle aussi de refus de transmettre les délibérations à l'autorité de tutelle. Donc, il y a aussi utilisation des ressources de la commune à des fins personnelles. Monsieur Wessou, comme on dit, comparaison n'est pas raison. Dans le cadre de ce qui s'est passé à Porto-Novo, j'ai lu dans la presse que le maire aussi a été auditionné. Entre-temps, les journaux ont dit qu'il a été libéré sous caution. Y avait-il pas de faute lourde dans ce cas? Oui. Dans le cas de Porto-Novo. Si. Mais là, il faut bien comprendre ou situer ce qui s'est passé à Porto-Novo. C'est ce que je vous demande. À Porto-Novo, il faut dire que l'étape où nous sommes aujourd'hui, c'est beaucoup plus un dossier qui est déjà au niveau du tribunal. Par contre, ce que notre ministère aurait pu faire, ou ce que nous devrions faire, c'est de commencer à enclencher une procédure. Le préfet nous rend compte de façon détaillée de la situation, et s'il faut aller plus loin, parlant donc du déclenchement de la procédure, on convoque le conseil, le comité départemental de coordination de concertation, qui se prononce sur les faits reprochés au maire, et si cela s'avère grave, le préfet, autorité de tutelle, rend compte à son ministre, qui prend la décision selon le rapport qui aura été fait, ou de le suspendre pendant la suspension qui dure 2 mois, ou alors, si on trouve des situations atténuantes, ça veut dire qu'on lui demande de réparer. Au plan administratif, je suis toujours un. Pour être clair, entre Cotonou et Porto-Novo, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a eu 2 poids 2 mesures? Non, il n'y a pas 2 poids 2 mesures. D'accord. Non, il n'y a pas 2 poids 2 mesures. D'accord, poursuivez. Parce que ici, vous voyez, c'est le préfet autorité de tutelle qui a enclenché la procédure. Mais de l'autre côté, c'est un dossier qui s'est retrouvé devant le tribunal. D'accord. Voyez-vous? D'accord. Donc, dès l'instant que c'est au niveau du tribunal, le ministère n'a pas à s'impliquer ou à s'ingérer dans le volet judiciaire du dossier. Très bien. Quelle va être la suite de la procédure? J'ai lu que toutes les personnes qui sont impliquées dans ce dossier vont être poursuivies sur le plan judiciaire. C'est quoi la suite de la procédure? De Porto-Novo? Non, je parle de Cotonou. Je reviens à Cotonou. Mais sur Porto-Novo, il faut dire que comme c'est une procédure judiciaire, le maire est présumé innocent. Oui. Jusqu'à la fin. Je me rappelle, lorsque le maire de Parakou, Rachidi Gbadamassi, avait eu des ennuis judiciaires, le conseil s'est réuni pour les destituer. Et la Cour constitutionnelle a estimé que cette décision viole ses droits de présomption d'innocence. Et donc, la Cour a cassé cette décision de destitution du maire de Parakou en son temps. Donc, ce n'est pas les mêmes procédures, ce n'est pas les mêmes autorités. Ici, c'est l'autorité judiciaire et sa décision s'impose à tout le monde, alors que dans le cas de Cotonou, nous sommes dans une procédure administrative que le juge administratif peut remettre en cause. Oui, mais quand vous me dites que le maire de Porto-Novo est présumé innocent, qu'est-ce que vous dites dans le cas de Cotonou? La culpabilité est établie? Nous sommes dans une procédure administrative où le préfet, le ministre de la décentralisation ou le conseil des ministres interprète la loi et l'applique au maire de Cotonou. Donc, c'est ça la différence. Aujourd'hui, ces autorités-là, à différents niveaux, interprètent la loi, l'appliquent, et si le maire n'est pas d'accord, il saisit le juge administratif ou même constitutionnel selon les cas, et il reviendra au juge de dire qui a réellement respecté l'esprit et la lettre des différents textes qui ont été appliqués. Donc, la suite logique de ce qui s'est passé à Cotonou, c'est que, premièrement, le préfet a 2 semaines pour faire élire un nouveau maire, parce que de suspension de 2 mois qui avait donné lieu à 2 mois d'intérim pour le premier adjoint au maire, on est passé à une révocation. Donc, Liadi Soglo, aujourd'hui, selon le droit positif béninois, n'est plus maire de Cotonou,
Et la loi demande à ce que dans les 15 jours, on puisse élire un nouveau maire. Première chose. Deuxièmement, qu'est-ce que Liadi Soglo peut faire? Au plan moral, il doit s'expliquer devant les Cotonois et les Cotonoises parce que justement, c'est eux qui lui ont confié un mandat de conseiller qui lui a permis d'être maire. Et sur le plan judiciaire? Sur le plan judiciaire, il y a 2 ou 3 possibilités. Premièrement, il peut écrire au Conseil des ministres. On appelle ça un recours gracieux. Et demander au Conseil des ministres de le réhabiliter parce que voilà les éléments dont il dispose. Deuxièmement, il peut aller... Ah, je suis déjà à 3. Troisièmement, il peut aller au tribunal de première instance de Cotonou où désormais il existe une chambre administrative et déférer, la loi est claire là-dessus, pour abus de pouvoir, les décisions qui lui ont fait préjudice, c'est-à-dire la suspension prononcée par arrêté du ministre ou la révocation prononcée par le Conseil des ministres. Troisièmement, s'il estime que pendant le processus, ces droits constitutionnels ont été brimés, il faudra alors qu'il s'adresse au juge constitutionnel. Et vous savez, il y a globalement, sans aller dans le fond, il y a globalement 2 éléments qui alimentent la polémique. Il y a l'avis au niveau du Conseil départemental de concertation et de coordination et la manière dont l'audition du maire a été organisée. Et si nous lisons bien les textes, moi je crois que le conseil technique ayant été préfet avant la décentralisation et après la décentralisation, il peut nous éclairer. Mais je crois que sur le premier point, le conseil départemental n'est pas une instance qui vote, par exemple, pour prendre des décisions. C'est une instance qui appuie le préfet et donc le secrétariat, le procès verbal, tout se fait à la diligence du préfet. Deuxièmement, certains utilisent à la fois les dispositions de la loi 97-028 qui porte organisation de l'administration territoriale, qui est antérieure à la loi 97-029 qui porte organisation des communes en République du Bénin. Et si nous prenons cette dernière loi, qui à mon avis doit primer sur la précédente, elle parle d'audition ou de réponse écrite. C'est au choix. Et donc si, d'aventure, je n'étais pas dans la salle, si le maire a commencé par répondre aux questions du préfet, il a satisfait à l'exigence d'une audition. Très bien. J'ai dit en ajouter. Oui, j'ai dit en introduction, on ne va pas se focaliser sur le cas de la mairie de Cotonou. C'est des recommandations qui ne s'imposent pas à l'autorité de tutelle. Très bien. Ça, il faut l'avouer. D'accord. Monsieur Ouessou, j'ai dit en introduction qu'on ne va pas focaliser l'émission sur la révocation du maire de Cotonou, mais qu'on devrait en tirer des enseignements pour permettre une meilleure gestion de nos communes. Et la question, c'est la suivante. Comment est assuré aujourd'hui le contrôle de la gestion de nos communes? On parle de reddition de comptes. Qu'est-ce qui est prévu? Est-ce que c'est les citoyens qui doivent se plaindre? Comment est assuré le contrôle de la gestion des communes? Le contrôle de la gestion des communes... Parce que là, nous avons évoqué justement un contexte politique qui a permis justement de mettre le doigt sur la situation de Cotonou. Mais dans les autres cas, qu'est-ce qui peut se passer? Si un maire n'a pas de problème avec le pouvoir, il dort tranquille, on l'inquiète. Non, c'est ça qu'il faut que nous évitons d'avoir dans la tête. Ce n'est pas parce que je suis avec Talon ou je suis contre Talon que forcément on va se retrouver dans cette situation. Si aujourd'hui chacun prend conscience qu'il faut qu'il gère correctement et selon les tests sa commune, il n'a pas de problème, il n'a pas de souci à se faire. On a vu des maires organiser des séances de reddition de comptes. Tout le monde ne l'a pas fait. Mais les autres, comment est-ce qu'on surveille leur gestion? C'est la question. Nous avons annuellement, il y a un audit qui se fait annuellement. D'accord. N'est-ce pas? Et en dehors de cet audit annuel, il n'y a que l'inspection générale des affaires administratives, l'inspection générale des finances
également descend régulièrement sur le terrain pour suivre un peu la gestion qui se fait, selon que un citoyen peut se lever et dire « Ah, je constate que le maire ou mon maire gère très mal ci ou ça ». Et là, l'autorité ministérielle peut, à partir de ces informations, décider d'aller vérifier ces informations qui lui sont portées. Il y a ici aussi que la reddition des comptes qui se faisait ne répondait pas du tout à un certain nombre de dispositions. Voyez-vous, on a connu des maires qui, pour une reddition plutôt de comptes, peut convoquer uniquement les gens de sa tendance et dire voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait, comme cela se fait. Mais aujourd'hui, c'est bien cadré. C'est bien cadré aujourd'hui. Vous prenez par exemple un test, pas un test, je dis un test, un aspect de la gestion que vous faites. Ça peut être par exemple sur les affaires domaniales. Comment vous gérez les domaines de la commune à partir des procédures depuis le lotissement, le recasement, les états des lieux et tout ça. Vous rendez compte à votre population de comment vous l'avez organisé et la population se prononce et donne son avis par rapport à ce que vous avez fait. C'est comme ça que c'est dit. Et dans ce cadre-là, aujourd'hui, tous nos 77 maires ont apposé leur signature sur ce que nous appelons la charte de la reddition des comptes. Est-ce que vous êtes en train de me dire, parce que c'était une préoccupation que j'ai lue dans le rapport général des 10 ans de décentralisation en octobre 2015, qui avait recommandé justement qu'il y ait un texte régissant les modalités d'organisation des redditions de comptes et qui prennent en compte par exemple l'accès à l'information pour les populations, disons une participation citoyenne. Ça veut dire que ce texte a été pris, c'est ça que vous me dites? Il a été pris. D'accord. Et nous sommes aujourd'hui en train de prendre les dispositions pour que cela passe en Conseil des ministres, pour lui donner une portée, disons, qui puisse s'imposer à nous tous. Voilà, ce ne sera plus à la tête de chacun se lève et fait ce qu'il voudra, ce sera plus ça. Le même forum avait, je reste toujours avec M. Ouissou, le même forum avait recommandé justement aussi qu'il y ait une révision de la nomenclature budgétaire et comptable des communes. Je ne sais pas ce que c'est, la nomenclature budgétaire et comptable des communes. Est-ce que le texte a été pris aussi? Non, pour le moment, le texte n'a pas encore été pris. D'accord. Et comment se présente justement la nomenclature comptable et budgétaire de nos communes? À partir de la loi et les défaillances 98-00, c'est 7 ou 5 qui retrace la nomenclature budgétaire. Donc, les rubriques que compose le budget d'une commune. C'est ça. Donc, tu ne peux pas créer une autre rubrique en dehors de ce qui est prévu. Ben, il se fait que durant les 15 ans d'exercice, on a constaté qu'il y a peut-être des insuffisances. Et au forum, il a été décidé de revoir ça en intégrant un certain nombre d'aspects qui ont fait défaut jusque-là. Bon, nous sommes en train de faire la relecture, nous nous préparons à faire la relecture de tous nos tests à partir donc de l'expérience que nous avons de la mise en pratique de ces tests-là. Peut-être dans ce cadre-là, nous allons combler ces insuffisances-là. Monsieur Kenevo, dans les analyses que vous avez faites dans les journaux, j'ai lu que vous avez dit quelque part que la destitution ne permet, on va en parler plus tard, mais toujours par rapport à la gestion, vous dites que la destitution ne permet pas de faire la lumière sur la gestion des maires. Et je n'ai pas bien compris. Est-ce que moi, je suis maire, j'ai détourné des fonds, exprès, je me fais destituer, on ne peut plus me poursuivre, c'est ce que ça veut dire? Non. Bon. En fait, je voudrais quand même revenir un peu sur le contrôle de la gestion des collectivités territoriales et dire que quand même, ces institutions de la République sont contrôlées à 4 niveaux pratiquement. Il y a la tutelle. Vous savez, dans le cadre de Cotonou, beaucoup de fautes lourdes ont été relevées par l'autorité de tutelle parce qu'il a accès à toutes les délibérations quasiment, à toutes les décisions du maire, à la manière dont les marchés sont gérés, à la manière dont la commune est gérée. Donc, l'autorité de tutelle est déjà un premier niveau
de contrôle. C'est ça. Il y a les corps de contrôle de l'État, il y en a au ministère de la décentralisation. Mais ces corps le font des sur la Finances. base de quoi? Est-ce qu'il y a un indicateur, un soupçon? Non, c'est des auditeurs D'accord. qui sont formés. Et périodiquement, quand ils descendent dans les communes, ils demandent les éléments de gestion et contrôlent la qualité, l'opportunité, même non pas l'opportunité, ils contrôlent la qualité, la légalité des dépenses. Ensuite, nous avons les citoyens. Les citoyens, il y a beaucoup de mécanismes dans nos lois qui permettent aux populations d'aller au conseil, au niveau de la mairie, pour prendre même une copie du budget, demander des documents, examiner ces documents et interpeller les élus. Mais Il nous y a avons des aussi- populations qui ne s'expriment pas en français. Oui, mais il faut... Et il en faut- général, les cadres qui comprennent français sont complices, pardonnez-moi, des il faut- maires. il Donc faut- ceux qui doivent dénoncer ne Non, comprennent pas français. il faut un travail qui revient d'abord au gouvernement. D'accord. Parce que les communes ont été créées par l'État. Ce n'est pas des structures en dehors de la République. Nous sommes dans un État unitaire. Bien sûr. Donc, il revient à l'État. Tout ce qu'on observe dans les collectivités territoriales, tout ce qui est décrié, c'est aussi de la responsabilité de l'État parce que l'État doit renforcer les collectivités territoriales en matière de gouvernance. Donc, nous allons y revenir peut-être plus tard, mais il faut expliquer que les collectivités territoriales sont des partenaires privilégiés de l'État parce que aujourd'hui, en vertu du principe de subsidiarité, il y a des choses que l'État ne peut plus faire. L'État ne peut pas descendre pour le nettoyage des rues. L'État ne peut plus descendre les C'est la campagnes responsabilité des de communes. reboisement et autres. 1er juin, là, c'est des choses qu'on doit décentraliser et responsabiliser les collectivités territoriales pour que l'État soit efficace dans les domaines que, en vertu de ce principe de subsidiarité, les domaines qui incombent désormais à l'État, c'est par exemple de nous donner une orientation nationale de développement, de nous donner des lois, des normes et de faire les grandes infrastructures, les infrastructures structurantes pour que, au niveau des collectivités territoriales, on puisse impulser le développement local. Donc la vision est nationale, mais la mise en œuvre doit être locale. Maintenant, venons À la destitution. ma question. Bon, Est-ce que vous la savez, destitution La empêche... destitution est politique. D'accord. Il y a deux éléments qui amènent à la destitution. On parle de désaccords graves. Désaccords graves, la loi n'a pas précisé, les décrets n'ont pas précisé, mais on imagine qu'on s'est entendu sur quelque chose et à un moment donné, le maire Ne suit plus la ligne. ne suit plus la ligne. On parle de crise de confiance. Donc, crise de confiance, c'est plus lié à la personne du maire. Peut-être qu'on l'a vu avec des mafieux la nuit, peut-être qu'on a soupçonné qu'il est devenu pédophile, son image ne passe plus. Donc, à partir de ce moment, on n'a pas besoin de donner des preuves, on n'a pas besoin de prouver la crise de confiance ou le désaccord grave, mais dès qu'on réunit la majorité qualifiée des 2/3, le maire ne peut plus rien. Donc, il est pieds et mains liés, on le destitue et puis on ferme la page. Alors que dans les motions de demande de session extraordinaire de vote de défiance, on parle de mauvaise gestion des collectivités territoriales, on parle de gestion opaque, on parle de gestion solitaire, on parle de détournement de fonds. Et donc, moi, ma conception, c'est que généralement, quand le maire est destitué, les gens ont eu ce qu'ils veulent, donc il n'y a plus de suite. Or, quand nous sommes dans une procédure pour faute lourde, le maire peut se défendre. Il peut aller devant le juge administratif, comme on a dit tantôt, et le gouvernement peut engager des poursuites judiciaires. Parce que la loi est claire, les sanctions administratives ne font pas obstacle à une poursuite judiciaire. Pour faire court, est-ce qu'un maire qui est destitué peut faire l'objet de poursuites pour sa gestion? Oui, mais parce que l'initiative vient des conseillers, les préfets généralement ne creusent pas pour voir si les éléments que les conseillers ont agités
dans leur motion, est-ce que ces éléments-là sont constitutifs de fautes lourdes au moins pour qu'on puisse engager des poursuites judiciaires? Donc, généralement, nous utilisons la destitution comme une arme politique qui ne permet pas à l'opinion communale de se faire une idée de la véracité ou non des faits reprochés au maire. Or, aujourd'hui, nous sommes à Cotonou dans une procédure pour faute lourde. Vous verrez que le maire de Cotonou va se défendre, il va donner des éléments de réponse et les juges vont se prononcer. Donc, même si c'est une procédure longue qui prend beaucoup de temps, la jurisprudence sortira un jour et on sera édifié par rapport à ce qui a été fait. Monsieur Wissou, j'ai lu que, toujours on est dans la gestion, on viendra tout à l'heure à la cascade de destitution. J'ai lu que l'audit de la gestion du Fonds d'appui au développement des communes, le fameux FADEC, a révélé de graves irrégularités, qui a établi des prévarications dans plus de 30 communes sur les 77. Mais quand j'écoute la littérature générale, on me dit non, c'est un fonds qui a été bien géré. Est-ce que vous confirmez que ce fonds a été mal géré par certaines de nos communes? Oui, je confirme que certaines de nos communes gèrent vraiment mal le FADEC. C'est d'ailleurs ce qui a fait qu'on a actualisé le manuel de procédure. Et dans l'actualisation, nous avons introduit désormais le contrôle. Cela veut dire quoi? Si à un niveau donné, on constate que, à partir des résultats de l'audit, il y a trop de choses à reprocher à cette commune, on envoie le contrôle, une équipe de contrôle maintenant approfondie pour vérifier la gestion qui a été réellement faite de ce fonds-là. Tout ça, disons que c'est dans le cadre d'améliorer la gestion, d'amener nos élus à améliorer la gestion de nos collectivités. C'est pour ça que c'est prévu désormais. C'est vrai, donc je me résume, c'est vrai, il y a des communes qui gèrent mal le fonds, il y en a qui le gèrent très bien, ça il faut l'avouer, il y en a qui le gèrent bien. Et d'ailleurs, dans le cas de ces éléments-là, le trophée de la décentralisation a été créé pour encourager les communes à mieux gérer nos communes. Et cela, on le verra très bientôt d'ailleurs avec M. Kenevor, avec lequel nous travaillons ensemble dans ce cadre-là. M. Kenevor, il vient de confirmer ça, mais s'il y a eu environ 30% de nos communes qui n'ont pas bien géré le FADEC, on parle d'irrégularité, de prévarication, pourquoi les maires des dites communes n'ont pas été poursuivis? Est-ce que vous parlez du rapport parlementaire Moi, j'ai ou lu. bien des missions d'audit? Parce que le rapport parlementaire a jeté beaucoup de discrédit inutile sur les collectivités territoriales. Vous êtes en train de dire que les députés ont fait une mauvaise enquête, c'est ça? Oui, les députés ont fait une enquête bâclée. Parce que, oui, pour faire des audits, pour faire des enquêtes dans le domaine financier, il faut être un expert. Mais M. Wessou a quand même dit que certaines communes ont mal géré. Il a été clair, ont mal géré chaque année, le FADEC. Comme le CTD l'a dit, chaque année, il y a les bailleurs, les partenaires qui envoient des audits pour qu'on puisse avoir une idée de comment les fonds ont été gérés. Donc, je crois normalement que les communes qui ont été épinglées devraient être sanctionnées. En temps, les sanctions n'étaient pas mises en œuvre, mais globalement, ça s'est amélioré. Au début, des maires ont acheté des véhicules qu'ils ont immatriculés en leur nom, alors que c'est les fonds de la commune qui ont servi à acheter ces véhicules. Il y a eu beaucoup d'achats de niveleuses de mauvaise qualité dans beaucoup de communes. Il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas, mais je crois que depuis la 3e mandature, il y a un effort qui se fait, il y a un travail qui a commencé et il faut encourager les maires à aller de l'avant. Parce que, à la différence d'un CTD qui est dans un ministère, le maire, il est nez à nez avec les citoyens, il subit des pressions énormes et donc vraiment gérer à la base est plus difficile que gérer à Cotonou dans un ministère. Donc il faut, et c'est justement pour ça, vous savez, si on retourne
à l'histoire de la décentralisation au Bénin, on comprend pourquoi la conférence nationale, en même temps qu'elle a institué la démocratisation, a prévu la décentralisation. Ce n'est pas un régime qui a décidé de faire la décentralisation. C'est un choix de la conférence nationale et nos aînés, dont fait partie le CTD, ils se sont réunis en état généraux de l'administration territoriale pour définir les principes. Et si vous remontez plus loin, vous verrez que la décentralisation, elle est d'essence divine. Ah, pourquoi vous dites que c'est l'indécence divine? Je vous explique. Lorsque Moïse était dans le désert avec les enfants d'Israël, vous allez nous dans amener Exode dans l'Ancien chapitre Testament 18, il y a eu la déconcentration. Son beau-père lui a dit, écoute, organise-toi, le pouvoir que Dieu t'a donné, délègue ça à un certain nombre de personnes, mais établis des gens sur des groupes de 100, des groupes de 50, des groupes de 70, des groupes de 10. Malgré cela, Moïse n'y arrivait pas. Et donc Dieu lui-même va venir lui dire, écoute, ce n'est pas la déconcentration qui va régler ce problème. Non, c'est important. Oui. Ce n'est pas la déconcentration seule qui va t'aider à gérer le peuple, mais il faut maintenant la décentralisation. Donc l'esprit qui est sur toi, je le prends et je le mets sur 70 autres qui vont travailler avec toi. Si vous regardez le Bénin, la République du Bénin, nous avons l'État qui est déconcentré. C'est les préfets. En temps, il y avait les sous-préfets, il y a les services déconcentrés. Tout cela, c'est le même pouvoir. Ensuite, maintenant, les collectivités territoriales, qui sont des personnalités juridiques aussi, mais qui concourent avec l'État central au développement du pays. Donc, ce que nous faisons par rapport à la décentralisation est extrêmement important pour l'efficacité même de l'État. Très bien. Monsieur Wissou, on ne veut pas trop s'éterniser dans l'Ancien Testament. La question est la suivante. Je ne sais pas si les textes l'ont prévu. C'est prévu pour les ministres, pour le chef de l'État. Est-ce qu'à terme, il ne serait pas souhaitable, c'est ce que pensent certaines populations, que les maires fassent aussi leur déclaration de biens au début de leur mandat? Non, c'est prévu. Ah, c'est prévu par la loi. Voilà. Est-ce qu'ils le font? D'ailleurs, disons, des valeurs que nous sommes en train de prôner en ce moment. Est-ce qu'ils le font? Est-ce qu'ils le font? Non. Parce que comment savoir, par exemple, que moi, je suis maire, j'ai des sociétés écrans qui gagnent des marchés publics, je m'enrichis à la fin, on ne me demande pas des comptes. Pourquoi les gens ne le font pas? Non, les gens ne le font pas parce que, en fait, il faut dire... Donc, en principe, un maire doit faire déclaration de biens au début de mandat. Est-ce qu'au Bénin, cela n'est pas encore entré dans notre culture? Oui, mais ce que les textes ont prévu, quand on dit que ce n'est pas dans notre culture, c'est dans les textes, on ne devait pas se poser la question si c'est dans notre culture. Oui. Ce n'est pas la faute. Non, attendez, vous allez vous exprimer là-dessus. Comme je le dis, ce n'est effectivement pas la faute au maire. Parce que c'est la faute à qui? L'État lui-même, dès l'élection du maire et son installation, ça devrait être une première des conditions qu'on devrait lui poser. Mais personne n'en parle. En fait, personne n'en parle. Nous sommes sur ce plateau pour ça. Oui. Il faut qu'on dise il faudrait qu'à partir de maintenant, puisque comme il a dit, nous sommes dans un pays de droit, il faut que ce que nos tests ont prévu soit désormais appliqué, mis en application. Et là, ça devrait être au départ même là, dès qu'on est élu, un engagement qui devait être pris. Et là, le maire, dans l'engagement, doit déjà dire ce dont il dispose aujourd'hui comme et à la fin de son mandat, il présente. Et à la fin du mandat, voilà ce que j'ai. Voilà ce que j'ai fini, enfin, voilà ce que j'ai aujourd'hui à la date, à la fin, que ce soit à la suite d'une destitution ou non, ou d'un renouvellement de mandat ou non. Déclarer des délais. Je déclare à la fin de mon mandat, voilà ce que j'ai. Et là, au niveau donc des institutions de l'État qui s'en occupent, on doit pouvoir mettre côte à côte ce qu'il avait au départ et ce qu'il a à la fin. Et il faut qu'il justifie l'augmentation de ces biens. A-t-il pu arriver à ce niveau-là? Puisque, en principe, il n'a pas de salaire. Si on parle des maires, et vous avez dit que ce n'est pas de leur responsabilité parce que ce n'est pas dans la culture des Béninois, c'est peut-être parce que le sommet n'en donne pas l'exemple.
Enfin, je suppose. Parce que si cela s'impose à tout le monde, Oui, votre analyse sur la question Je sais que de la déclaration des biens. oui, c'est une question très pertinente que nous intégrons dans les éléments de bonne gouvernance au niveau local. Vous savez, les maires étaient prêts à faire les déclarations, mais la loi sur la corruption et les infractions connexes a cité tellement de personnalités devant faire leur déclaration de biens à l'entrée de leur fonction que les tribunaux ne peuvent pas organiser ça. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, et ce n'est pas tard, le ministère de la décentralisation est représenté ici, c'est peut-être demander aux tribunaux d'organiser pour les maires. Vous savez, mais ça me semble être un alibi parce que... non, ce n'est pas un alibi. Attendez, les maires ont même demandé. Oui, je vous dis pourquoi je dis que c'est un alibi. Les maires n'ont pas à se fonder sur un texte, vous avez dit de quoi? De l'autorité du FONAP, je ne sais plus. Non, c'est le texte qui a créé l'autorité nationale de lutte contre la corruption. Mais c'est quoi les textes qu'appliquent, enfin, que suivent les maires? Je suppose que c'est les textes de la décentralisation. Mais ce n'est pas dans les textes de la décentralisation. Mais comme c'est dans une loi de la République et ils ont été cités, malheureusement, cette loi a cité jusqu'au chef cellule communication, dans tous ceux-là. Donc, quand on fait le point, les tribunaux... Matériellement, c'est difficile à faire. C'est difficile de réaliser. Donc, les tribunaux avaient souhaité que le truc, la procédure soit réorganisée. Et donc, c'est ça qui a fait que les maires n'ont pas pu déposer. Sinon, il y avait des maires qui étaient prêts. Mais le ministère de la décentralisation peut se saisir du dossier et demander une procédure particulière uniquement pour les maires et les adjoints. Bon, parce que toute personne qui gère, il y a des communes qui ont des budgets de milliards. Bien sûr. Donc, ces personnes-là, il y a des ministères qui ne gèrent pas le milliard, mais tout le monde, les ministres font la déclaration de leur patrimoine. Donc, il faut que le ministère de la décentralisation voit comment organiser ça. Ce n'est pas tard. Parce que les maires ont été installés en 2015, on peut toujours faire une déclaration de patrimoine. Monsieur Ouissou, avant qu'on ne passe, parce que le temps va très vite, avant qu'on ne dise un mot de la série de destitutions, est-ce que ce qui vient de se produire à la mairie de Cotonou, même à Porto Novo, dans certaines autres communes, n'encourage pas finalement l'État à être plus réticent quant au transfert de compétences? Tout le monde dit qu'il faut transférer les ressources de l'État aux communes. On a même donné un chiffre, je ne sais plus quel pourcentage, mais avec ce que nous voyons, l'État est enclin à être plus réticent, non? non, en principe, non. Pas pour être réticent, mais être plus regardant. D'accord. Il faut transférer, mais il faut transformer. Il faut transférer. Mais il faut suivre la gestion qu'on en fait. D'accord. Ça, c'est ce que l'État devrait avoir désormais comme position. Être présent partout où il a investi, où il a injecté de l'argent. Ça, c'est parce que nos élus disent, moi je suis un élu, l'État n'a rien à voir dans ce que je fais, l'État n'a rien à faire avec moi. Il faut qu'on leur rappelle qu'ils ne sont pas à la tête d'États souverains. Et que, comme il a dit tantôt, notre État est unitaire. Il est unitaire. Donc, et les communes doivent se dire qu'elles sont partenaires du développement du pays. Et donc, l'argent que l'État envoie, moi je voudrais même qu'on aille plus loin. Ce n'est pas seulement l'argent que l'État envoie, mais les recettes propres également doivent être vérifiées désormais pour savoir comment nous gérons la contribution de nos populations à la base. Parce que leur budget est constitué, et non pas seulement des ressources de l'État, mais également des ressources propres qui recourent sur leur territoire. Donc il faudrait que désormais l'État soit beaucoup plus regardant dans la gestion qu'on a fait. Oui, vous voulez dire un mot? Oui, vous savez, très rapidement, oui. Allez-y. Qu'est-ce que l'État veut? Qu'est-ce que le gouvernement central veut? Est-ce que c'est l'efficacité des politiques publiques? Est-ce que c'est l'efficacité de l'action publique? Alors, si c'est le cas, il a intérêt à renforcer les collectivités territoriales, à transférer les ressources, les compétences et les ressources. Quand on parle de ressources,
il ne faut pas se limiter aux ressources financières. Il faut penser aux ressources matérielles, aux ressources humaines. L'expertise qui dort dans les ministères, il faut les envoyer dans les départements et dans les communes. Et en même temps, il faut mettre en place des règles claires. Aujourd'hui, nous sommes dans un flou. Rien que la faute lourde qui a été mise en œuvre par rapport à Cotonou, il y a plusieurs lois, plusieurs décrets qui en parlent. Est-ce qu'un élu qui n'est pas un juriste, qui n'a pas un certain niveau, peut se retrouver dans ces tests? Il y a même des tests de 2000. Est-ce que vous êtes en train d'insinuer, par exemple, que dans le futur, peut-être il faut exiger? Je crois que la tentative avait été il faut un code. initiée. Je ne parle même pas de code, au-delà du code. Certains disaient, pour être maire, il faut avoir un certain niveau. Certains disaient au moins le bac. Non, pas forcément. Ah, mais lui, il a dit si. Hein? Non, moi je crois que ce n'est pas le vrai problème. Mais il faut que nos tests, soit plus simple, c'est ça? On les mette ensemble. Tous les pays qui nous entourent ont leur code général des collectivités territoriales. Ces pays sont venus copier nos tests ici, ils en ont fait leur code. On a un code, oui ou non? Nous, on n'a pas de code. Pourquoi on n'a pas de code? Parce que, c'est la volonté politique. Le représentant Monsieur Ouessou, ministre... pourquoi nous n'avons pas de code? Alors que vous dites que nos textes inspirent beaucoup de pays, pourquoi nous n'avons pas de code? Non, nous n'avons pas de code tout simplement parce que nous sommes partis, comme il a dit, pour voir comment nous sommes partis à la décentralisation et pressés de mettre en application, suite à la pression qu'il y a eu à la conférence nationale. On n'a peut-être pas estimé tout de suite d'avoir un code, mais c'est d'actualité en ce moment. Ça vous dit quoi, c'est d'actualité? Nous sommes en train de préparer. Il y a une échéance, on se dit, d'ici 2019, il faut qu'on ait un code, c'est quoi? Mais oui, c'est ça. 2018. Ah, 2018, pourquoi pas? Voilà. Non. Les ressources sont là, les personnes les ressources sont là, les ressources humaines sont là. L'Assemblée nationale est prête à voter le code. C'est pas là le problème, mon frère. Le problème est où? Que ces tests-là, soient d'abord revisités. Oui. Qu'on les actualise. Tous les textes de la décentralisation. Ah oui, ça, tous les tests. D'ailleurs, nous sommes déjà en train de le faire. Ensuite, tout ce qu'il y a comme test à gauche et à droite, comme il le dit tantôt, qui parle de la même chose de façon différente, qu'on harmonise. Qu'on harmonise tout ça. Et c'est d'ailleurs en cela que moi j'ai apprécié le fait qu'on ait réinstallé la commission de codification. Il faut que cette commission travaille désormais, qu'elle travaille vraiment. Elle codifie quoi? Expliquez-nous très rapidement. Normalement, c'est à elle de commencer l'harmonisation des textes. De nos tests. D'accord. Et puis, dès qu'on aura fait tout ça, on pourra désormais avoir un code au niveau de la réforme de l'administration territoriale. Très bien. Avant oui. Ça, ce n'est qu'une étape. Il faut maintenant qu'on ait un code sur la démocratie locale, un code sur la gouvernance locale, pour que il y a plusieurs acteurs. Le maire, il est maire d'une commune, mais il y a les populations, le secteur privé, les services déconcentrés de l'État, il y a le préfet qui est là, il y a les partenaires, tout ça là. Il faut que les rôles et les responsabilités de chaque acteur dans la commune soient précisés dans un document. Comment est-ce qu'on fait la participation citoyenne? Comment est-ce qu'on élabore le budget pour que les populations puissent participer à son élaboration? Comment on instaure le débat public au niveau local? Parce que quand on parle de décentralisation, c'est d'abord la démocratie à la base. Si nous ne réussissons pas la démocratie à la base, notre démocratie est une démocratie institutionnelle et branlante au sommet. Merci. Avant de faire le dernier tour de table, la dernière question, puisqu'on a promis en parler quand même, c'est vrai qu'on l'a déjà évoqué, hein, la question de... J'en ai pas encore parlé. Non, je parle de la destitution. Tout à fait. La destitution, hein, il a évoqué les motifs, on n'est plus sur la même ligne qu'on s'était tracée, le maire, il sort de la ligne et on le destitue. Est-ce qu'il ne faut pas, puisqu'on en parle, est-ce qu'il ne faut pas encadrer les destitutions par un texte? Tout à fait. Monsieur Ouessou. Je suis d'ailleurs le président du comité chargé de réfléchir à l'amélioration de ce test. Qu'est-ce que vous prévoyez pour qu'on évite... Je ne peux pas vous le dire ici maintenant. D'accord, mais quelques grands axes, oui. Nous sommes en train de réfléchir à peaufiner ce test-là. Qu'est-ce qu'on n'entend pas
crise de confiance. Qu'est-ce qu'on entend par faute lourde? Voyez-vous, comme il a dit tantôt, il gère mal, gestion opaque, gestion solitaire. Oui, qu'est-ce qu'on appelle gestion solitaire? Mais dès l'instant que le conseil communal a voté le budget à son programme annuel de travail, mais l'exécutif est là, laissez-lui le temps d'exécuter ce que vous avez retenu ensemble. Mais chemin faisant, on dit non, il gère tout seul. Parce qu'il faut que, quand il aille acheter ce livre, que tout le monde soit encore associé. Est-ce que c'est ça qu'on appelle gestion opaque, gestion solitaire? Il faut que nous expliquions tout ça et que ce soit clarifié désormais les arguments sur la base desquels on dit le maire, il faut qu'on le destitue. Dernier mot, enfin je vais dire mot de conclusion, pas dernier mot de conclusion de cette émission, M. Franck. Ok, je crois que c'est toujours utile de parler de la décentralisation parce que l'avenir du Bénin passe par une bonne décentralisation qui ne met pas en opposition le gouvernement et les collectivités territoriales, mais qui les met dans une synergie d'action avec les citoyens, avec les forces vives de la commune, parce que quoi qu'on dise, la seule chance pour un pays faible comme notre pays, le Bénin, c'est la décentralisation. Deuxièmement, il faut que l'État soit conscient du fait que les faiblesses qui existent au niveau des collectivités territoriales l'interpellent également, parce que c'est l'État qui met en place les collectivités territoriales, qui assure la tutelle de ces collectivités territoriales. Enfin, je voudrais inviter les maires à prendre conscience que quand une disposition est inscrite dans une loi, tôt ou tard, on finit toujours par l'appliquer. Et donc, ne sachant pas quand l'autorité de tutelle va toujours rattrapé déclencher, par le temps. il faut gérer les choses dans les règles de l'art, de sorte que la démocratie locale s'installe dans notre pays et que l'État n'ait plus d'arguments, que l'État soit heureux, le gouvernement soit heureux de dire « j'ai 200 milliards pour les communes, j'ai 500 milliards pour les communes ». Monsieur Ouessou, pour la conclusion de cette Oui, émission. merci bien. Je pense que si notre pays doit se développer, nous devons nous opposer sur les deux piliers essentiels de cette décentralisation. La démocratie à la base et le développement. Parce que si nos collectivités à la base se développent, c'est le pays qui se développe ainsi. Et pour ce faire, l'État doit, comme il a dit tantôt, mettre à la disposition de nos communes les moyens humains, matériels et financiers. Et d'ailleurs, l'État fait déjà suffisamment d'efforts à travers le centre de formation pour l'administration locale où le personnel de nos communes on renforce leurs capacités. Ensuite, tout récemment, la loi sur la fonction publique territoriale a été votée et mise en exécution sur décision de la Cour constitutionnelle. Donc, ces éléments regroupés doivent nous permettre de connaître une avancée significative dans la réforme de notre administration territoriale. Et les maires doivent se dire, comme il a dit tantôt, que désormais, nous devons faire attention à tout ce que nous faisons. Tous les actes de gestion que nous posons, demain, nous devons en répondre. Et comme il a dit, les tests ont prévu, toutes les dispositions sont là. Du jour au lendemain, ça peut tomber sur nous. C'est désormais comme une épée de Damoclès qui pèse ou qui pend sur nos têtes. Merci. Bien attention. Merci infiniment. Gouvernance locale, comment promouvoir une bonne gestion de nos communes, c'était la question au cœur de notre émission ce soir avec sur le plateau Georges Ouessou, conseiller technique à la décentralisation du ministre en charge de la décentralisation et de la gouvernance locale, et Franck Kenevo, expert en décentralisation. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique. À dimanche prochain.